J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Il y a un sujet qui est extrêmement difficile. Vous allez me dire, mais Abdou, toi, à chaque fois qu'on regarde tes émissions, tu vas nous dire, il y a des sujets difficiles. Effectivement, il y a beaucoup de sujets difficiles quand on traite de l'actualité algérienne. Difficile de par le fait qu'il faut beaucoup de travail pour confirmer les informations, pour recouper les sources, pour s'assurer de la fiabilité de ce qu'on avance, pour comprendre les véritables tenants et aboutissants des événements. Mais il y a des sujets encore plus difficiles parce qu'ils sont tabous, secrets, qui touchent aux constances du pays, à la sécurité nationale, à la stabilité du pays et qui touchent à la dignité des personnes. Ce sont des sujets extrêmement difficiles parce que quelquefois, nous les journalistes, on nous demande, c'est notre métier, c'est vrai qu'on n'est pas censé prendre position. Mais quelquefois, la manière de traiter les faits, l'angle avec lequel, sous lequel, le point de vue sur lequel on va traiter un événement, rapporter les faits d'un événement, quelque part, on est assimilé à une position adoptée. C'est extrêmement difficile de rester objectif quand on est journaliste, surtout quand on est journaliste algérien, quand on traite de l'actualité algérienne où les violations des droits de l'homme, la corruption, les fléaux les plus dangereux comme le trafic d'influence, l'enrichissement illicite, la dictature, les abus de pouvoir sont malheureusement les thématiques dominantes. Ce sujet qui est plus difficile que d'autres, c'est les détenus politiques ou voilà. Lapsus? Non, je le pense. Les détenus les détenus des prisons militaires en Algérie. Vous savez, nous sommes encore l'un des pays au monde qui a une justice militaire. Dans les pays avancés, les pays développés, on en parlera un jour, j'ai promis de faire ce sujet-là, mais on n'a jamais eu le temps, tellement on a de dossiers que nous devons traiter, qui dans certains dossiers sont programmés même depuis plusieurs semaines, voire des mois. On doit recouper, enquêter, investiguer. Mais j'ai voulu un jour, j'ai programmé, je vous ai promis un jour de parler de la justice militaire. Faut-il avoir encore une justice militaire? Est-ce que c'est censé d'avoir encore une justice militaire alors dans beaucoup de pays développés, elle a été supprimée ou remplacée par d'autres mécanismes juridiques et judiciaires? C'est un autre débat. Mais en Algérie, elle existe. Elle est puissante, elle est terrifiante, mais elle est surtout opaque. La situation dans laquelle se retrouve l'Algérie depuis 2019, elle est inédite et très peu de personnes en parlent parce qu'on a peur d'en parler, parce qu'on n'a pas envie d'en parler aussi, et parce qu'on ne sait pas quoi dire. Tellement la situation est extraordinaire. Cette situation extraordinaire, c'est celle qui concerne les généraux, les officiers supérieurs de l'armée qui sont emprisonnés. Nous avons fait un décompte au cours de nos investigations. Des chiffres ont été d'ailleurs sortis publiquement. 60 généraux en Algérie sont en prison. 10 généraux majors. 85 colonels. Ça fait un total de 155 officiers supérieurs de l'armée algérienne qui sont incarcérés, dont certains depuis 2019. Depuis le début de la crise politique de 2019, il y a eu, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au jour où je vous parle, le 15 novembre 2024, il y a au moins 155 officiers supérieurs de l'armée qui sont emprisonnés en Algérie. Dont 10 généraux majors, des anciens chefs de légion, des chefs de corps, des chefs de corps constitués, de bataillons importants de l'armée, 60 généraux. Les Saïd Bey, les Abdelhamid Ghalis, les Ali Akroum, les Sherif Abdelrezzaq, les Bachir Tartag, des généraux et des généraux majors, et 85 colonels. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est tout un commandement militaire qui est en prison. 10 généraux majors, 60 généraux et 85 colonels, il y a des pays entiers qui n'ont pas autant d'officiers supérieurs de l'armée. C'est un commandement. C'est le commandement militaire de plusieurs armées de certains pays africains, de plusieurs pays africains à la fois. Ils sont tous incarcérés. La majorité, c'est des affaires de corruption, d'enrichissement illicite, trafic d'influence, de désobéissance à des instructions, et certains pour des affaires d'espionnage et de haute trahison. On ne connaît pas les dessous de ces dossiers. Pour être tout à fait sincère avec vous. On en a parlé via Algéripar de certains généraux, Youssef Bouzid, Abdelhamid Gharis, Ali Akroum, Saïd Bey,
On en a parlé avec Algérie Part. On a donc sur notre site, sur notre plateforme, sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook, on a fait plusieurs émissions consacrées à des dossiers bien précis. On arrive à avoir quelques infos, à cerner quelques enjeux. Mais dans la globalité, si on apprécie globalement ce qui se passe, c'est tout simplement affolant. C'est même extrêmement grave. Comment dans un pays on peut avoir 155 officiers supérieurs de l'armée en prison, tout un commandement de l'armée. Tous ceux qui sont emprisonnés ont servi durant les années 90, ont occupé des fonctions extrêmement sensibles, ont dirigé des bataillons, des unités, des légions militaires entières. Certains ont occupé des postes extrêmement élevés au niveau de la hiérarchie militaire, au niveau du ministère de la Défense nationale, au niveau des services secrets algériens. Et tous ont servi l'armée algérienne. Tous ont servi l'armée algérienne. Tous ont participé de près ou de loin, mais surtout de près aux opérations militaires contre les groupes armés islamistes des années 90. Ils ont tous servi l'Algérie. On leur reproche de voler, de s'être enrichis, certains d'avoir trahi, mais ils étaient tous des serviteurs disciplinés de l'armée à une certaine période. Et puis, depuis la crise politique de 2019, on découvre qu'il y a des généraux corrompus, qu'il y a des généraux traîtres. On en parlait avant, mais c'était uniquement dans les récits médiatiques. Là, c'est les chroniques judiciaires. Là, c'est le récit judiciaire. C'est le récit politique. Là, c'est l'emprisonnement. Ce n'est pas comme avant. On parlait à un homme de fortune, à un homme... Mais là, ce sont des procès. Pourquoi je vous parle de ce sujet? Parce que j'ai envie qu'on casse le tabou, qu'on brise ce tabou et qu'on se pose des questions. Est-ce que vraiment tous ces généraux sont coupables de crimes? Et est-ce que c'est normal dans un pays comme l'Algérie d'avoir autant de généraux et de colonels et d'officiers supérieurs de l'armée en prison? Qu'il y ait 5 généraux corrompus, je peux comprendre. Qu'il y ait 10, qu'il y ait 15, qu'il y ait 20, mais qu'il y ait 155 officiers supérieurs de l'armée, tous corrompus ou soupçonnés de corruption, de trafic d'influence ou d'abus de pouvoir ou de trahison, là je dis que c'est pas normal. Ce nombre élevé nous impose ou nous amène à supposer 2 hypothèses. Parce que je parle d'hypothèses, alors que moi, dans certains dossiers, je détiens des informations qui indiquent que c'était de la purge. Et on va parler le mot purge, retenez-le bien. C'était d'une cabale, c'était des règlements de compte, une guerre de clans. Mais comme je ne maîtrise pas tous les dossiers, même de chez Alicom, je ne maîtrise pas les 155 dossiers. Donc je ne peux pas me prononcer sur les faits. Mais globalement, l'existence de ces dossiers et le nombre de ces incarcérations et le nombre élevé et inédit dans l'histoire de l'Algérie contemporaine. D'ailleurs, je ne connais pas un pays africain ou arabe aussi qui a connu qui a autant de prisonniers militaires de très haut rang. Je ne parle pas de soldats, de commandants. Les prisonniers militaires, il en existe un peu partout dans tous les pays du monde qui ont des armées, surtout des armées plus ou moins fortes. Mais que je ne connais pas d'équivalent où un pays a mis en prison tous les membres de son commandement militaire. On parle des généraux-majors, des 60 généraux, c'est les membres d'un commandement militaire entier. Plus 85 colonels, c'est-à-dire, c'est des officiers, pas des officiers subalternes. On parle pas de sergent-chef, de commandant, de lieutenant-colonel. De les colonels et les généraux majors. C'est-à-dire, les décideurs. Je ne connais très peu de pays, je ne connais pas d'équivalent où un pays a mis en prison en 4 ans, 4-5 ans, 4 ans plus exactement, parce que la majorité des incarcérations ont eu lieu entre 2019 et 2023. Une partie en 2024, mais la majorité écrasante ont été emprisonnés, ou les emprisonnements ont été décidés entre 2019 et 2023. Donc en 4 ans, 155 hauts gradés d'une armée mis en prison. Cela sans connaître les faits. Il y a 2 hypothèses. Ou ça veut dire que tout le monde est corrompu. S'il y a 155 corrompus et traîtres, pourquoi le reste serait propre? Je ne comprends pas. Pourquoi ceux qui sont au pouvoir actuellement seraient propres? Sans citer leur nom, mais on peut citer Saïd Chengriha. Nous, Saïd Chengriha, il est propre. Qui va? Saïd Bey corrompu. Chef Abdelazar corrompu. Béché Tartak corrompu. Abdelhamid Riz corrompu. Lucas corrompu sur Saïd Chengriha ou Jmeto. C'est-à-dire le virus, c'est-à-dire que Saïd Chengriha et les autres ont un antivirus contre la corruption.
Je ne sais pas. Je me pose la question. S'il y a autant d'officiers, de généraux corrompus et traîtres, vous ne pouvez pas, ceux qui sont au pouvoir ne peuvent pas être à l'abri de la critique, ne peuvent pas être à l'abri du soupçon. Ou là, on ne peut pas les considérer au-dessus de tout soupçon. Il n'est pas normal d'avoir autant de traîtres. C'est pas possible. Si l'armée algérienne a été gouvernée, dirigée par des généraux majors et des généraux tous corrompus, traîtres, ça veut dire que l'Algérie est un pays mafieux. Ça n'a classe, il faut fermer le pays, il faut dissoudre le drapeau, l'hymne national. On dit que c'est une mafia à ciel ouvert. C'est la plus grande organisation mafieuse du monde. Avoir 155 officiers corrompus, corrupteurs et mafieux et traîtres. Mais après, je doula. Mais la doula, ma frère, ça n'a jamais existé. Ça, c'est la première hypothèse. Qui, n'importe quel, vous posez la question à n'importe quel observateur étranger. Oubliez que vous êtes algérien et algérien. Et on vous dit, vous pensez quoi d'un pays ou d'un État qui a mis en prison 155 officiers supérieurs de son armée pour des affaires de corruption, d'enrichissement illicite, trafic d'influence et de trahison? Vous allez dire, c'est une république bananière, c'est un État mafieux, etc. C'est pas possible, c'est choquant. Personne ne peut être choqué. C'est pas 15, c'est pas 20, c'est pas 35, 40, 155. Et après, vous vous posez la question. Et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, quelle est la garantie qu'ils sont propres? Qu'est-ce qui nous garantit que les décideurs d'aujourd'hui ne vont pas rejoindre les 155 en prison? Autrement dit, demain, si Aït Chengriha lui arrive un mal, ou là il est remplacé, ou là un détracteur à lui arrive au pouvoir, qu'est-ce qui nous garantit que les partisans de Chengriha, demain, dans 53 ans, comme les Gaït Saleh, il a mis en prison ses adversaires, Gaït Saleh, il est mort, ses partisans et ses collaborateurs ont été mis en prison par Saïd Chengriha. Demain, peut-être Saïd Chengriha va partir, un jour ou l'autre, il va mourir, il n'est pas éternel. Et ses partisans risquent d'être mis en prison par celui qui va lui succéder. Donc on va se retrouver chaque fois avec des centaines et des dizaines de généraux. Donc, où tout le monde est corrompu, et c'est un sport national, et tout le monde est traître, et ce n'est pas un pays, ce n'est pas un État. Et là, c'est l'hypothèse la plus dangereuse et la plus grave, elle est la plus inimaginable, parce que je pense pas que dans l'armée algérienne, ils sont tous mauvais, ils sont tous corrompus, ils sont tous malades, ils sont tous salopards, ils manquent tous de patriotisme. Ou la deuxième hypothèse qu'il faut l'envisager aussi sérieusement, la purge pour des règlements de compte. C'est-à-dire que ces emprisonnements n'obéissent pas à des logiques judiciaires. D'ailleurs, comment en 4 ans on peut juger de façon aussi rapide 155 officiers supérieurs de l'armée impliqués dans des affaires de corruption? Aucun appareil judiciaire, les appareils judiciaires les plus rigoureux, les plus disciplinés, les plus rationnels, les plus professionnels prennent du temps pour trouver les preuves, analyser les preuves, juger les gens, les procédures en appel. Donc si on les a pratiqués, parce que beaucoup n'ont pas été encore jugés, mais beaucoup ont été jugés. Et en tout cas, sans être jugés, certains ont été mis en prison. Et d'autres ont été condamnés à des peines de 15 ans, de 20 ans, de 25 ans. Comment la justice militaire, qui a un personnel moins important que la justice civile, elle a pu, avec moins de juges, faire autant d'enquêtes et des enquêtes aussi sérieuses? La deuxième hypothèse du règlement de compte, elle est aussi à envisager très sérieusement. Dans les deux hypothèses, nous sommes dans une situation extrêmement grave, où l'armée a été affaiblie. Jamais l'armée algérienne n'a été aussi faible. Sur le plan politique, n'a manqué de crédibilité. Comment voulez-vous que le peuple algérien, que n'importe quel peuple à travers le monde, comment voulez-vous qu'il respecte, qu'il vénère, ou pas qu'il vénère, qu'il adore, qu'il respecte, qu'il donne du crédit à une armée qui met où 155 de ses membres de ses décideurs les plus imminents sont tous en prison pour les affaires de corruption ou de trahison nationale? C'est pas possible de respecter une telle institution. Cette institution, elle s'est auto-affaiblie. D'où les emprisonnements que je juge abusifs, parce que c'est pas possible d'avoir 155 corrompus. C'est pas possible d'avoir autant de généraux corrompus et vermoulus et traîtres. C'est pas possible. Quand même, l'Algérie n'est pas, sinon ça serait à considérer, on serait contraint de considérer l'Algérie comme une entité mafieuse. Mais l'Algérie n'est pas une entité mafieuse. Nous ne sommes pas tous mauvais, on n'est pas tous corrompus, on n'est pas tous traîtres. Rationnellement, raisonnablement, scientifiquement, logiquement, on ne peut qu'aboutir, on ne peut qu'avantager la deuxième hypothèse, que c'est une purge menée pour des règlements de compte politiques.
Un peu comme cet épisode de l'armée algérienne qui emprisonne et qui incarcère ses principaux décideurs et des généraux et des décideurs qui ont géré ou la formé et passé le tout, ils ont donné toute leur vie. Parce que peut-être qu'ils ont été corrompus, etc., mais ils ont donné leur vie au pays, ils ont servi le pays. Je suis pas en train de dire qu'ils sont innocents, mais j'ai pas vu des preuves de culpabilité, je ne sais pas s'ils sont coupables ou innocents. Tout ce que je sais, c'est que cette situation, elle est anormale. Qu'il ne peut pas y avoir autant de coupables. Et qu'aucun pays équivalent n'a mis en prison autant de généraux et d'officiers supérieurs de son armée. Donc il y a un problème. Ce problème, il faut l'aborder. Et ce problème me rappelle une séquence historique qui a eu lieu en Union soviétique. Peut-être beaucoup, même ceux qui ne disent pas, connaissent Staline. Joseph Staline, c'est parmi les plus grands dirigeants de l'Union soviétique et parmi les plus grands dictateurs de l'histoire de l'humanité. Entre 1936 et 1938, Staline a mené une purge. La période de l'histoire de l'Union soviétique, ça s'appelle les grandes purges. Et ça s'appelle la terreur. Surtout avec les historiens, la période de la terreur. Les grandes purges ou la période de la terreur. La période de la terreur, la grande terreur, plus exactement. Les purges ont été décidées, Staline, il a instrumentalisé, il a créé une police politique, il a créé les goulags, les prisons, en Sibérie, dans les pays, dans les sites, dans les zones géographiques les plus éloignées et les plus hostiles, pour emprisonner toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec sa politique. Et Staline, il a créé le concept d'ennemi du peuple, l'ennemi de la nation, le traître, celui qu'on appelle aujourd'hui le harki, le traître, l'ennemi du pays. Staline a créé ce concept-là dans les années 30. Toutes les personnes qui sont contre sa politique, qui lui sont hostiles, qui contestent sa légitimité, qui contestent sa compétence politique, ou là ses directives politiques, il les a considérées comme socialement dangereux, antinationalistes, anti-pays, traîtres, etc. Il les a mis tous en prison. Il y a eu plus d'1 million d'arrestations. Il y a des historiens, ils sont même pas, la grande terreur, il y a eu tellement de morts et d'arrestations qu'il y a même pas, il y a des historiens qui affirment qu'il y a eu 2 millions de morts. D'autres disent qu'il y a eu 1 million d'arrestations et 600 000 morts. Les chiffres n'ont jamais, le bilan n'a jamais été dressé de façon sérieuse et de façon scientifique. Il y a eu un désaccord. On parle de 800 000, d'autres parlent de 600 000 exécutions parce qu'il y a eu les morts, il y a eu les emprisonnements, il y a eu les exécutions. Tous les opposants, tous ceux qui ne faisaient pas partie, qui n'inspiraient pas confiance à Staline, ou qui étaient contre le règne de Staline, ou qui étaient contre sa politique, ont été arrêtés, exécutés, les trotskistes, les Boukharin, les Likov, des grands personnages de l'Union soviétique. Je ne vais pas faire une émission historique. Parmi la grande purge, il y a eu des militaires. Il y a eu des généraux de l'armée rouge. L'armée rouge, c'était l'armée de l'Union soviétique. À l'époque, de 1937 à 1938, par exemple, la moitié des commandements des régiments de l'armée ont été arrêtés, emprisonnés par Staline. Tous les commandants des brigades de l'armée rouge ont été arrêtés. Tous les commandants des corps d'armée, les commandants des régions militaires, les membres des bureaux militaires, des centaines et des centaines de militaires et d'officiers militaires ont été arrêtés. Par exemple, un bilan qui a été dressé par un historien, il dit qu'en 2 ans, la purge de 1936 à 1938, 11 vice-commissaires à la défense, 75 des 809 membres du Conseil militaire suprême, 8 amiraux, 2 des 4 maréchaux, 14 des 16 généraux d'armée, les 9 sur 10 des généraux de corps d'armée, les 2 tiers des généraux de division, plus de la moitié des généraux de brigade ont été emprisonnés ou exécutés. 35 000 officiers. Staline, il a mis en prison, il s'est débarrassé, ou exécuté, ou emprisonné, ou forcé à l'exil, 35 000 officiers militaires. La grande purge, la grande terreur. Tout ça parce qu'il se méfiait de ses opposants, ou là il faisait pas confiance à des gens, ou là on lui a rapporté, sa police politique lui a rapporté que ce sont des personnes qui pouvaient comploter contre lui pour le faire tomber, qui lui étaient pas absolument fidèles et qui ne le vénéraient pas. Parce que c'est un dictateur, il voulait que tout le monde soit d'accord avec lui, tout le monde le vénérait. Quelles sont les conséquences de cette purge ? 1941, Adolf Hitler décide d'envoyer l'armée allemande dans la plus grande opération militaire de l'histoire de l'humanité. Plus de 3 millions de soldats. La fameuse opération Barbarossa parce que Barbarossa parce que c'était, quand je parle rapidement, Barbarossa c'était du nom d'un ancien empereur allemand. C'était l'opération Barbarossa, qui a débuté en juin 1941, qui a permis à l'armée allemande d'écraser l'armée rouge.
En un temps record, l'armée allemande a pratiquement envahi la moitié de l'Union soviétique. Elle a été ralentie la la fameuse bataille de Stalingrad, février 1943. S'il n'y avait pas la bataille de Stalingrad et la grande défaite de l'armée allemande, la bataille de Stalingrad, pour des conditions surtout climatiques et pour des mauvaises décisions de Hitler, l'armée allemande a écrasé l'armée russe, l'armée rouge. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait plus de généraux. Parce que Staline, il a décapité son commandement. Tous les généraux brillants, les officiers brillants, il les a emprisonnés ou tués. Donc face à l'armée allemande, il a essuyé que des défaites. Zartlo, l'hiver et les erreurs stratégiques de l'armée de Hitler a fait en sorte qu'il perde la bataille de Stalingrad. Il a eu un retournement.